venez de publier Les grands mystères de la franc-maçonnerie chez Oui. Dervy. Pourquoi les sources secrètes de la franc-maçonnerie ne pouvaient naître qu'en Écosse ou en Angleterre? La réponse, elle est toute simple, c'est que historiquement, les premiers documents que nous avons se sont passés en Écosse et après en Angleterre. Pourquoi ça s'est pas passé ailleurs? Là, il y a vraiment une question que l'on peut se poser. La réponse que je donnerais, c'est qu'en France, la maçonnerie opérative était sous la coupe de l'Église du Vatican, de l'Église catholique, et que par conséquent, ces pauvres maçons opératifs n'avaient aucun pouvoir que de travailler. Bon, maintenant, dans les autres pays, mais ça n'a jamais abouti finalement à quelque chose qui s'est passé en Écosse et qui est devenu ce que l'on appelle la maçonnerie spéculative. C'est-à-dire que c'est resté un monde opératif dans la sphère de la maçonnerie opérative germanique. Alors, ce que l'on sait par contre, c'est qu'il y a eu ce qu'on a appelé des maçons acceptés, c'est-à-dire des accepted masons, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas du métier et qui, un beau jour, dans les années 1650, 1660, enfin, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, se sont fait recevoir dans des loges opératives. Mais pourquoi ce sont cela? On n'a pas la réponse. Alors, il y a deux questions, en quelque sorte, que l'on peut se poser. C'est est-ce qu'ils sont allés se faire recevoir dans des loges opératives pour, en quelque sorte, connaître des secrets, entre guillemets, ou, ce que je crois moi plutôt, ils sont allés dans des loges opératives pour, pour apporter quelque chose, c'est-à-dire pour apporter des idées nouvelles, en se disant on va dans des loges opératives chez des gens qui sont habitués au secret, et par conséquent, ce que l'on va développer, eh bien, en quelque sorte, ça ne débordera pas, dans un premier temps, des loges opératives. Voilà. Vous écrivez, la franc-maçonnerie, c'est inventer des mythes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce parce que la franc-maçonnerie s'est inventé des mythes? Est-ce la raison de l'apparition de personnages comme Saint-Germain, Cagliostro, Casanova ou le Non, chevalier Déon? non. Étaient-ils des mystificateurs? Et il y a deux questions, les mythes et les mystificateurs. Les mythes, pourquoi y a-t-il eu des mythes en maçonnerie? Eh bien, tout simplement, le premier qui a fait ces mythes, c'est un certain Anderson, quand il a écrit ses constitutions, parce que tout simplement, il s'est rattaché à un lointain passé opératif dont il n'avait aucune preuve qu'il y ait eu une continuité entre le monde opératif et ce qu'il était en train de créer, c'est-à-dire ce qui est devenu la maçonnerie spéculative. Effectivement, des mythes se sont en quelque sorte substitués à cette absence documentaire et historique, et parmi ces mythes, eh bien, il y a effectivement le mythe, en fait, le mythe de la succession opérative. Les bâtisseurs du Moyen Âge, avec la pierre, construisaient des temples, et les maçons d'aujourd'hui, eh bien, construisent un autre temple, un temple intérieur, et donc il y a cette idée de construire qui perdure dans la démarche maçonnique. Alors parmi des gens comme Saint-Germain, Cagliostro, Casanova, chevalier Déon, y avait-il, oui ou non, des mystificateurs? Euh, Alors, la question que l'on peut se poser, étaient-ils des mystificateurs ou des grands initiés? Là, je suis incapable de répondre. En ce qui concerne Saint-Germain, alors pour moi, le comte de Saint-Germain est plus à classer dans les grands initiés que dans les mystificateurs. Mais c'est un personnage assez étrange, dont on ne connaît pas l'origine, qui a eu une vie assez extraordinaire, c'est-à-dire il ne mangeait pas, il ne se nourrissait que de ces petits comprimés qu'il fabriquait. Il était aimé de tout le monde, et en fait, on avait véritablement l'impression que, euh, il- que c'était un personnage qui avait une mission à accomplir. Une mission à accomplir, euh,
par qui, pourquoi, ça on ne le sait pas. Mais alors, il s'est intéressé à l'alchimie, il était musicien, il a écrit, on lui connaît un traité d'hermétisme, effectivement, on n'en a pas la preuve certaine, mais ce qui est certain, c'est que c'était très probablement un adepte, c'est-à-dire quelqu'un qui a atteint la dernière étape du grand œuvre alchimique. Alors, il s'est mêlé de politique aussi, il est devenu l'agent secret de Louis XV, il a fait des tas de choses. Véritablement, c'était le personnage omnipotent et omniprésent jusqu'au jour où, effectivement, le Premier ministre de Louis XV, qui ne l'aimait pas, lui a mis des bâtons, un petit peu des bâtons dans les roues, et l'a fait discréditer auprès du roi. Et après, il est parti en exil chez Charles de Hesse, Cassel, qui lui a, dans son château, qui lui a fait construire un laboratoire et où il a terminé sa vie en fabriquant ses petits comprimés et ses élixirs de vie. Voilà. Alors voilà, pour Saint-Germain. Alors Cagliostro, pour moi, Cagliostro fait partie aussi des grands initiés, mais c'est un personnage, lui aussi hors du commun, un petit peu voleur quand même, un petit peu escroc. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas une très grande honnêteté et il vivait un petit peu de l'air du temps. Et donc, il est à classer dans les deux catégories. Mais malgré tout, on lui doit quand même la rédaction de toute une forme de maçonnerie que l'on a appelée la maçonnerie égyptienne. Voilà, enfin, D'accord. ça, il y a beaucoup à dire là-dessus. Voilà. Alors les deux autres, pour moi, étaient plus des mystificateurs. Casanova, Casanova, il a écrit ses mémoires, plus de 1000 pages. Mais enfin bon, je le classe plus parmi les mystificateurs. Le dernier, ou la dernière, le Ah, chevalier d'Héron, dont on n'a jamais su si c'était un homme ou une femme. En fait, il s'avère que à la fin de sa vie, on l'a autopsié et c'était un homme. Mais lui aussi, personnage étrange. Alors là, plus effectivement à classer dans les mystificateurs, bien qu'il ait été reçu en maçonnerie et qu'il ait été aussi un agent secret du roi. Mais en fait, ces personnages-là vivaient à la cour à un moment donné et en fait d'accord. étaient enfermés dans un cachot quelques temps après. Voilà. On va parler de franc-maçonnerie et société. Alors peut-être que Lionel va avoir des choses à nous dire parce que Voilà, on c'est parle en plus le. 2024 sur les réseaux sociaux, des Illuminati qui dirigeraient le monde. Alors c'est un complot ou c'est une réalité? Pour revenir à la source, les Illuminati, c'est une société secrète qui a été fondée à la fin du XVIIIe siècle et qui n'a duré à peine que 8 ans, très, très exactement, et qui avait pour but d'être assez égalitaire et de propager les idées des Lumières, ce qui ne faisait pas forcément plaisir à l'Église, et il était jugé comme dangereux, parce qu'il a mis fin tout simplement aux illuminés de Bavière et à société secrète. Alors, les théories du complot ont repris depuis les années 60, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux et notamment chez les jeunes, ont repris force et vigueur en laissant croire que, alors c'est un peu le nouvel ordre mondial, hein, que les Illuminati sont partout. Ils infiltrent les gouvernements, sont au plus haut niveau aux États-Unis. Ils ont infiltré aussi tous les réseaux, entre guillemets, les réseaux maçonniques, et ils mèneraient le monde en tirant tout simplement les ficelles. Alors bien évidemment, le livre n'aborde pas que les Illuminati, mais merci mon cher Jacques pour cette question, parce que c'est la société secrète qui fait encore le plus fantasmer parmi les jeunes, mais il y en a bien d'autres qui sont vus dans cet ouvrage, comme les Carbonari, la Golden Dawn, et puis la fraternité étudiante, les Skull and Bones, qui fait aussi couler pas mal d'encre. Mais les Illuminati tiennent, il est vrai, le haut du pavé, mais ce n'est pas une réalité. Les Illuminati ne mènent pas le monde. Le but de ces grands mystères, c'est de dévoiler justement un petit peu les choses. Est-ce que la franc-maçonnerie doit-elle ou devrait-elle se transformer en une association initiatique mixte?
la mixité est apparue en franc-maçonnerie dès que la maçonnerie quasiment est apparue, hein. Moi, j'en veux pour preuve l'initiation de la première femme, hein, Elisabeth Allsworth, née Saint-Léger, qui a assisté en cachette à une cérémonie maçonnique et a été obligée, les frères, l'ayant découverte, ont été obligés de l'initier parce qu'il n'y avait pas 50 solutions, où c'était la mort ou l'initiation. Ils ont préféré l'initiation et après, Elisabeth, comment dirais-je, a mené une vie sage et raisonable, mais en ayant eu accès au mystère dès le début du XVIIIe siècle. Et parlons aussi des loges d'adoption, qui a permis, sous l'égide d'une loge d'hommes, de pouvoir exister un certain nombre d'années. D'ailleurs, le Grand Orient de France, qui a repris le nom Grand Orient de France en 1773, dès juin 1774, un an après, a reconnu l'existence de ces loges d'adoption. Alors, la mixité, bien, tout le monde a en tête, bien évidemment, l'initiation de Maria de Rheims en 1882, qui a bravé l'interdit, puisque d'après Jean-François, on a parlé tout à l'heure, les constitutions d'Anderson interdisaient l'initiation aux femmes, mais pas que, hein. Eh bien, elle a bravé cet interdit, elle a dû attendre une dizaine d'années, en 1893, pour fonder une deuxième obédience, le droit humain mixte international. Aujourd'hui, en termes de mixité et d'inclusion, reconnaissons que le Grand Orient de France, dès 2010, s'est ouvert aux femmes et compte aujourd'hui pas loin de 6% de ses effectifs en tant que sœurs. Et l'avenir, puisque les femmes représentent la moitié de l'humanité, est souvent ouvert aux femmes dans de nombreuses sociétés initiatiques et en franc-maçonnerie aussi, bien évidemment, mon cher Jacques. On dit que les francs-maçons veulent reconstruire le temple. Alors, de quel temple s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du temple des temples dont parle Jean-François avec des zones de lumière mystérieuses, ou s'agit-il de l'autre temple? Qui veut répondre, et pourquoi pas une petite réponse l'un et l'autre? Dans ce livre, nous faisons le tour de ce qu'il faudrait combattre aujourd'hui et se rassembler tous ensemble dans une harmonie universelle pour lutter contre cet obscurantisme religieux. Hein, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans la charte du Hamas, eh bien, la franc-maçonnerie est attaquée. Donc, je ne vais pas parler d'antisémitisme ou d'antisionisme, mais la franc-maçonnerie est souvent associée à cela, et puis l'obscurantisme religieux, et puis se battre pour des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, auxquelles on peut associer là où les solidarités. Voilà des combats qui font qu'aujourd'hui, le franc-maçon se doit peut-être de reconstruire son temple, à commencer peut-être par son temple intérieur. Jean-François, on reconstruit le temple de Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'on doit mettre de nouveaux vitraux ou on doit les faire à l'ancienne? Effectivement, je pense que la grande idée, c'est d'avoir refait Notre-Dame telle qu'elle avait été faite restaurée par Viollet-le-Duc, et dans cette idée que tout se passe comme si finalement rien ne s'était passé, que l'incendie n'avait pas eu lieu, et que le 8 décembre 2024, eh bien, on va retrouver Notre-Dame de Viollet-le-Duc, comme si rien ne s'était passé. Voilà. Eh bien, Jean-François et Lionel, merci pour cet ouvrage. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour cet ouvrage qui nous permet de mieux comprendre l'influence persistante de la franc-maçonnerie sur notre monde contemporain. Et à très bientôt.